Dans une petite salle d'audience bondée d'un tribunal de province, une femme d'âge mûr, Claire Dubois, se tenait droite, le regard calme mais alerte, tandis que les murmures de la foule s'élevaient, comme une vague, autour d'elle. Ses cheveux grisonnants, noués en une queue de cheval pratique, et son tailleur gris simple ne laissaient rien deviner de l'exploit qu'il avait mené ici, un vol spectaculaire lors d'un meeting aérien, où elle avait exécuté des manœuvres si audacieuses qu'elles avaient glacé d'admiration et de suspicion tous les spectateurs. Les accusations portées contre elle, démonstration non autorisée de techniques militaires et violation des protocoles de l'aviation civile, pesaient lourd, mais Claire semblait imperturbable, comme si elle portait en elle un secret bien plus grand que cette salle ne pouvait contenir. Alors que le juge s'apprêtait à ouvrir la séance, les portes s'ouvrirent brusquement, et un amiral de la marine française, en uniforme impeccable, entra, faisant taire l'assemblée d'un seul regard. Qui était cette femme, et pourquoi un officier de si haut rang intervenait-il dans une affaire apparemment banale? L'histoire de Claire Dubois, une retraitée discrète cachant un passé extraordinaire, allait bientôt secouer les fondations de ce tribunal et révéler des vérités enfouies sous des années de silence. Tout avait commencé dans une petite ville du sud de la France, dans la région ensoleillée du Languedoc, où le meeting aérien annuel de Saint-Valery attirait chaque année des familles, des passionnés d'aviation et des curieux venus admirer les oiseaux métalliques danser dans le ciel azuré. Claire Dubois gara son vieux pick-up sur le parking poussiéreux de l'aérodrome régional, un terrain bordé de vignes et de champs de tournesol. Elle descendit du véhicule, vêtue d'un jean délavé et d'un t-shirt bleu marine qui portait les marques du temps, ses cheveux poivre et sel soigneusement attachés. À première vue, rien ne la distinguait des autres visiteurs. Ses mains, marquées par des cales durcies, trahissaient pourtant une vie de labeur et de précision, mais personne ne s'en rendait compte. Les enfants couraient entre les stands, pointant du doigt les avions alignés comme des joyaux sous le soleil brûlant, tandis que les haut-parleurs diffusaient une musique entraînante ponctuée d'annonces joyeuses. Claire s'avança vers une tente blanche où un jeune bénévole, Émilie, une adolescente aux joues roses et aux yeux pétillants, notait les inscriptions des participants. « Bonjour, je suis Claire Dubois, je viens pour voler », déclara-t-elle avec une simplicité désarmante. Émilie leva les yeux, surprise. « Vous volez aujourd'hui, madame ?» demanda-t-elle en griffonnant sur son registre. Claire désigna un petit Cessna blanc, discret parmi les appareils plus imposants. « Oui, celui-là. Rien d'extraordinaire, juste un petit tour dans les airs. » Elle remplit les formulaires avec une efficacité mécanique, inscrivant son numéro de licence de pilote civil et son adresse à Saint-Valery. Sous la rubrique « Expérience militaire », elle écrivit simplement « Retraité » et s'arrêta là. 20 ans de mission classifiée, des heures innombrables passées dans des cockpits d'avions que peu de gens avaient vus, un dossier militaire si bien scellé qu'il semblait n'avoir jamais existé, tout cela restait hors de portée de ce formulaire. « Tout est en ordre, Madame Dubois », dit Émilie avec un sourire. « Vous êtes prévue pour 14 heures. » Claire glissa les papiers dans la poche de son jean et se dirigea vers le Cessna. Ses doigts effleurèrent l'aile de l'avion, vérifiant machinalement chaque détail avec une précision qui trahissait une habitude ancrée. Ses gestes étaient ceux d'une personne qui connaissait chaque boulon, chaque courbe de l'appareil, même si son esprit semblait vouloir oublier. Elle grimpa dans le cockpit, et pour la première fois depuis des mois, un léger sourire éclaira son visage. Le moteur ronronna doucement, et Claire contacta la tour de contrôle pour obtenir l'autorisation de décoller. L'avion s'élança sur la piste, s'élevant dans le ciel avec une grâce naturelle. Elle avait prévu un vol simple, quelques virages tranquilles, une légère montée, rien qui ne sorte de l'ordinaire pour les spectateurs en contrebas, qui pique-niquaient sur l'herbe en admirant le spectacle. Mais à mesure qu'elle gagnait de l'altitude, quelque chose en elle changea. Ses mains, comme mues par une force indépendante, se refermèrent sur les commandes. L'avion vira brusquement à gauche, puis plongea dans un piquet qui fit battre son cœur plus vite. Elle tira sur le manche, et le Cessna s'élança vers le haut dans une montée abrupte, la plaquant contre son siège. « Qu'est-ce que je fais ?» murmura-t-elle, mais son corps ne l'écoutait pas. Ses pieds dansaient sur les pédales du gouvernail, ses mains ajustèrent les commandes avec une précision surnaturelle. L'avion exécuta un tonneau parfait, puis un autre, défiant les lois de la physique pour un simple Cessna. La foule en bas cessa de parler, les regards fixés sur cet avion qui semblait danser une chorégraphie militaire.
Claire tenta de reprendre le contrôle, mais sa mémoire musculaire, forgée par des années d'entraînement dans des appareils bien plus puissants, avait pris le dessus. Elle enchaîna une série de virages serrés, des manœuvres si fluides qu'elles semblaient irréelles. En bas, Pierre Leclerc, un instructeur de vol vétéran et ancien pilote de l'armée de l'air, observait à travers ses jumelles, bouche bée. Ce ne sont pas des figures de vol récréatif, murmura-t-il à son collègue, un mécanicien nommé Lucien. C'est du niveau militaire, une précision qu'on ne voit pas dans les écoles civiles. Lorsque Claire atterrit enfin, ses mains tremblaient légèrement. Elle coupa le moteur et resta un instant immobile, consciente d'avoir laissé son passé prendre le dessus. À travers la vitre du cockpit, elle vit Pierre Leclerc s'approcher, son visage grave. Derrière lui, Émilie suivait, intriguée, tandis qu'un autre homme, Jean-Marc, un journaliste local à l'allure décontractée avec un carnet à la main, observait la scène avec un intérêt grandissant. Pierre atteignit l'avion alors que Claire descendait. « Madame, c'était impressionnant, dit-il, mais son ton était teinté de méfiance. Claire le dévisagea, notant immédiatement sa posture militaire, ses épaules droites, son regard scrutateur. « Je me suis juste amusée un peu, répondit-elle, tentant de garder un ton léger. Pierre secoua la tête. Non, madame. Ce que vous avez fait là-haut, ce sont des manœuvres de combat. Des étonneaux, des virages d'à haute vitesse, des acrobaties qui demandent des années d'entraînement militaire. Claire sentit son pouce accélérer. Je ne vois pas de quoi vous parlez, dit-elle, mais Pierre ne lâchait pas. J'ai servi dans l'armée de l'air pendant 20 ans. J'ai vu des milliers de pilotes. Vous volez comme quelqu'un qui a passé du temps dans des chasseurs, pas dans un Cessna. La foule autour d'eux commençait à murmurer, certains prenant des photos, d'autres filmant avec leur téléphone. Jean-Marc, le journaliste, griffonnait frénétiquement, sentant qu'il tenait là une histoire hors du commun. Émilie, quant à elle, observait Claire avec une curiosité mêlée d'admiration, se demandant qui était vraiment cette femme discrète. Pierre sortit son téléphone. « Je vais devoir signaler ça, dit-il. La Direction générale de l'aviation civile doit être informée quand quelqu'un utilise des techniques militaires sans autorisation. » Claire le regarda s'éloigner, déjà en train de composer un numéro. Elle savait qu'il avait raison de s'inquiéter, à sa place, elle aurait fait de même. Mais elle savait aussi que Pierre ignorait dans quoi il venait de mettre les pieds. Son dossier militaire était enfoui si profondément que même les autorités auraient du mal à y accéder. 2 heures, plus tard, Claire était assise dans un bureau exigu de l'aérodrome, face à 3 hommes en costume sombre. Ils n'étaient pas de la DGAC, mais des agents de la Direction générale de la sécurité intérieure. Le plus grand, l'agent Laurent, se présenta. « Madame Dubois, je suis l'agent Laurent. Voici les agents Moreau et Dubois, sans lien de parenté, ajouta-t-il avec un sourire crispé. Nous devons parler de votre vol d'aujourd'hui. » Claire hocha la tête. Je m'en doutais. Laurent s'assit en face d'elle. Nous avons des rapports indiquant que vous avez effectué des manœuvres militaires avancées dans l'espace aérien civil sans autorisation. C'est une infraction fédérale. Claire sortit calmement ses documents, licence de pilote, assurance, et les posa sur la table. Tout est en règle, dit-elle. Laurent examina les papiers. Vos documents civils sont corrects, mais ces manœuvres nécessitent un entraînement militaire. Nous devons voir votre dossier militaire. Claire fouilla dans son sac et tendit un mince dossier de démobilisation. C'est tout ce que j'ai. Retraité pour raison médicale. Laurent fronça les sourcils. Ce document indique que vous avez servi dans l'armée de l'air, mais il n'y a rien sur votre formation ou vos missions. Nous avons besoin de votre dossier complet. Claire baissa la voix. Je suis désolé, mais ces informations sont classifiées. L'agent Laurent se pencha en avant. Madame, nous enquêtons sur une possible atteinte à la sécurité nationale.
Vous devez coopérer, sinon vous risquez des poursuites graves. Claire soutint son regard. Je comprends, mais j'ai signé des accords de confidentialité à ma retraite. Je ne peux pas parler de mon service au-delà de ces documents. Les agents échangèrent des regards. Ils avaient déjà traité des cas de militaires soumis à des restrictions, mais le dossier de Claire était un mur infranchissable. Madame Dubois, dit Laurent, nous allons devoir vous emmener pour un interrogatoire plus approfondi. Jusqu'à ce que nous vérifions vos autorisations, vous êtes sous enquête fédérale. Claire se leva sans protester. Je comprends. Mais je ne pourrai rien vous dire de plus. Alors qu'ils l'escortaient vers leur voiture, Jean-Marc, caché derrière un stand, prenait des notes. Il avait entendu parler d'une pilote légendaire, surnommée l'Aigle Noir, par un vieux mécanicien de l'aérodrome. Était-ce elle ? Il décida de creuser, contactant d'un ancien camarade de l'armée de l'air, Michel Renaud, pour en savoir plus. Pendant ce temps, Émilie, restée à l'aérodrome, discutait avec son grand-père, un ancien pilote. « Papy, tu m'as parlé d'une femme pilote incroyable, non ? Une qui volait comme personne. » Son grand-père hocha la tête, un éclat dans les yeux. L'Aigle Noir. Une légende. Mais si c'est elle, petite, elle ne voudra pas qu'on en parle. Claire, assise à l'arrière de la voiture des agents, savait que son passé, soigneusement enfoui, était sur le point de refaire surface. Ce qu'elle ignorait, c'était que cette journée marquerait le début d'une tempête qui bouleverserait sa vie paisible à Saint-Valery. Le tribunal de Carcassonne, une bâtisse austère aux murs de pierre ocre, était envahi par une foule de curieux, de journalistes et de badauds attirés par l'affaire de la mystérieuse pilote qui avait transformé un simple meeting aérien en un incident de sécurité nationale. Claire Dubois, assise à la table des accusés, semblait détachée, presque ailleurs, tandis que son avocat commis d'office, Antoine Bergère, feuilletait nerveusement un dossier qu'il peinait à comprendre. Ses cheveux grisonnants, toujours noués en queue de cheval, et son tailleur gris sobre ne trahissaient rien de l'énigme qu'elle représentait. Pourtant, dans les murmures de la salle, son nom circulait comme une légende naissante. Les accusations pesaient lourdes, démonstrations non autorisées de techniques militaires classifiées et violation des protocoles de l'aviation civile. Mais Claire, imperturbable, savait que la vérité de son passé était bien plus complexe que les charges énoncées par le procureur. À l'extérieur, le ciel d'automne du Languedoc, d'un bleu profond, semblait indifférent au drame qui se jouait en bas. À l'intérieur, les regards étaient rivés sur Claire, et dans l'ombre, des figures comme Jean-Marc, le journaliste local, et Émilie, la jeune bénévole du meeting aérien, cherchaient à percer le mystère de cette femme discrète. Alors que le procès prenait une tournure inattendue, les secrets enfouis de Claire menaçaient de remonter à la surface, portés par des forces bien plus puissantes que ce tribunal ne pouvait l'imaginer. La salle d'audience était saturée d'une tension palpable lorsque le juge, Pierre-Henri Dubois, aucun lien de parenté avec Claire, frappa son marteau pour ouvrir la séance. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, connu pour son intransigeance en matière de sécurité nationale, et son regard perçant scrutait Claire par-dessus ses lunettes à monture d'acier. « Madame Dubois, commença-t-il d'une voix grave, vous êtes accusée de crimes fédéraux graves. Comprenez-vous la portée des sanctions encourues ?» Claire se leva, droite comme un soldat. « Oui, votre honneur. Je risque jusqu'à 10 ans de prison fédérale, mais je plaide non coupable. » Le juge fronça les sourcils. « Vous maintenez votre innocence, malgré les témoignages de votre vol spectaculaire ?» Claire soutint son regard sans ciller. « Vous m'embêtez, votre honneur, je n'ai rien fait qui viole mon serment de servir ce pays. Mes accords de confidentialité m'interdisent de fournir des détails, mais je n'ai enfreint aucune loi. » Un murmure parcourut la salle. Antoine Berger, son avocat, un homme jeune et aux lunettes rondes et à l'air dépassé, tenta d'intervenir, mais ses objections étaient hésitantes, maladroites. Il n'avait accès à aucun détail sur le passé militaire de Claire, ce qui rendait sa défense presque impossible. Le procureur, David Lefebvre,
un homme élancé à la voix tranchante, se leva avec assurance. Votre honneur, mesdames et messieurs du jury, l'accusée, Claire Dubois, a effectué des manœuvres aériennes qui ne peuvent être apprises que dans des programmes militaires classifiés. Elle l'a fait devant un public civil, y compris des ressortissants étrangers, exposant potentiellement des secrets d'État à des observateurs non autorisés. Il pointa un doigt accusateur vers Claire. Elle prétend être liée par des accords de confidentialité, mais ces accords auraient dû l'empêcher de voler de manière aussi ostentatoire. Nous prouverons que Madame Dubois a agi avec imprudence, mettant en danger la sécurité nationale pour attirer l'attention. Dans la foule, Jean-Marc, le journaliste local, prenait des notes fiévreusement. Il avait passé les derniers jours à enquêter, contactant d'anciens collègues et militaires et fouillant dans des archives poussiéreuses. Une conversation avec Michel Renaud, un ancien colonel de l'armée de l'air à la retraite, l'avait intrigué. Michel, un homme bourru aux cheveux blancs, avait refusé de confirmer quoi que ce soit, mais son silence éloquent et un regard furtif avaient convaincu Jean-Marc que Claire était plus qu'une simple retraitée. Si c'est l'aigle noir, avait murmuré Michel avant de raccrocher, tu ne trouveras rien dans les registres publics. Jean-Marc, assis au fond de la salle, observait Claire avec un mélange de fascination et de frustration. Il savait qu'il était à deux doigts que d'une histoire qui pourrait faire la une, mais il manquait encore de preuves concrètes. À ses côtés, Émilie, la jeune bénévole du meeting aérien, avait réussi à se faufiler dans le tribunal, convaincue par son grand-père que Claire était une figure légendaire. Papy m'a dit qu'elle volait comme un ange, mais avec la précision d'un démon, murmura-t-elle à une amie assise à côté d'elle. Émilie, passionnée d'aviation, rêvait de devenir pilote, et l'idée que Claire puisse être l'aigle noir la fascinait. Elle avait apporté un carnet où elle griffonnait des croquis des manœuvres qu'elle avait vues au meeting, tentant de comprendre comment un simple Cessna avait pu défier la gravité avec une telle aisance. Pendant ce temps, dans une salle d'interrogatoire à l'écart, l'inspectrice Sophie Laurent, de la Direction générale de la sécurité intérieure, examinait les maigres documents fournis par Claire. Sophie, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux noirs coupés courts et au regard acéré, était spécialisée dans les affaires impliquant des militaires classifiés. Elle avait passé la nuit à tenter d'accéder au dossier militaire de Claire, mais chaque requête était bloquée par des codes d'autorisation nécessitant l'aval du ministère de la Défense. 20 ans de service, et tout est caviardé, marmonna-t-elle à son collègue, l'agent Moreau. J'ai vu des dossiers secrets, mais celui-là. C'est comme s'il n'existait pas. Moreau, un homme trapu à la moustache soigneusement taillée, haussa les épaules. Peut-être qu'elle bluffe. Peut-être qu'elle n'est qu'une pilote civile avec un ego surdimensionné. Sophie secoua la tête. Non, tu n'as pas vu les vidéos du vol. Ces tonneaux, ces virages serrés. C'est du niveau d'un pilote de chasse. Elle ouvrit son ordinateur portable et passa en revue les images prises par les spectateurs du meeting. Chaque mouvement de l'avion de Claire était d'une précision chirurgicale, comme si elle avait passé des années à piloter des appareils bien plus avancés que ce vieux Cessna. Sophie referma l'ordinateur avec un soupir. On va devoir l'inculper, mais je ne suis pas à l'aise. Si son dossier est classifié à ce point, on risque de marcher sur des œufs. Au tribunal, le premier témoin, Pierre Leclerc, l'instructeur de vol, monta à la barre. Son témoignage était accablant. Ce que j'ai vu n'était pas un vol récréatif, déclara-t-il, sa voix ferme mais teintée de respect. Ces manœuvres, des tonneaux, des piquets suivis de remontées brutales, nécessitent un entraînement militaire avancé. Aucun pilote civil, même talentueux, ne pourrait les exécuter avec une telle fluidité. Le procureur Lefebvre hocha la tête, satisfait, tandis qu'Antoine Berger tentait de poser des questions, mais ses efforts étaient maladroits. Monsieur Leclerc, est-il possible que Madame Dubois ait appris ces techniques ailleurs que dans l'armée, demanda-t-il. Pierre haussa un sourcil. Possible, mais improbable. Ces figures demandent des années de pratique dans des conditions extrêmes. Claire, assise à la table des accusés, restait impassible, mais ses pensées tourbillonnaient,
Elle savait que chaque mot prononcé dans cette salle risquait de faire remonter un passé qu'elle avait soigneusement enfoui. Elle pensa à ses années dans l'armée de l'air, aux nuits sans sommeil passées à planifier des missions dans des zones de conflit, au moment où elle avait poussé des avions à leurs limites, et son corps aussi. Ces souvenirs, qu'elle avait tenté d'oublier en s'installant à Saint-Valery, revenaient maintenant avec une force implacable. Alors que le procès avançait, Jean-Marc reçut un message cryptique de Michel Renaud. Oh, c'est somebody. Il cherche du côté des opérations spéciales des années 90. Mais fais attention, tu joues avec le feu. Jean-Marc, assis dans un café à l'extérieur du tribunal, tapa frénétiquement sur son ordinateur portable, cherchant des références à des pilotes féminines dans les archives militaires accessibles. Il tomba sur une vague mention d'une unité d'élite, surnommée « les Aigles », qui avait opéré dans des missions secrètes au Moyen-Orient. Mais les détails étaient rares, et le nom de Claire n'apparaissait nulle part. Frustré, il envoya un message à un contact au ministère de la Défense, espérant une réponse, même vague. Pendant ce temps, Émilie, revenue chez elle, fouillait dans une vieille boîte de souvenirs appartenant à son grand-père. Elle trouva une photo jaunie d'un groupe de pilotes en uniforme, datant des années 90. Au centre, une femme, jeune, avec un sourire confiant, ressemblait étrangement à Claire. Sur la photo, une inscription manuscrite, à l'aigle noir, pour ton courage. Émilie sentit son cœur s'accélérer. Elle décida qu'elle devait parler à Claire, coûte que coûte, pour lui demander si elle était vraiment cette légende dont son grand-père parlait avec tant d'admiration. Au tribunal, l'inspectrice Sophie Laurent fut appelée comme témoin. Elle expliqua les efforts de son équipe pour accéder au dossier de Claire. Nous avons contacté le ministère de la Défense, mais les informations sur le service de Madame Dubois sont classifiées à un niveau qui dépasse nos autorisations actuelles. Le juge Dubois fronça les sourcils. Inspectrice, cette cour ne peut pas juger une affaire sur des informations inaccessibles. Si Madame Dubois refuse de coopérer, nous devrons présumer sa culpabilité. Claire intervint calmement. Votre honneur, je coopère dans les limites de mes engagements légaux. J'ai fourni tous les documents que je suis autorisé à partager. Le procureur Lefebvre bondit. Votre honneur, ces excuses de confidentialité ne tiennent pas. Elle a exposé des techniques classifiées en public. Antoine Berger tenta une objection, mais ses mots s'embrouillèrent, et le juge le coupa d'un geste. En fait, monsieur Berger, si vous n'avez pas de défense concrète, je suggère que vous vous taisiez. Alors que la journée touchait à sa fin, la tension dans la salle était à son comble. Le juge fixa la date du procès définitif à 2 semaines plus tard, libérant Claire sous caution mais l'avertissant de la gravité de l'affaire. À l'extérieur, les journalistes assaillirent Claire de questions, mais elle traversa la foule avec une dignité militaire, sans un mot. Jean-Marc la suivit de loin, déterminé à découvrir la vérité. Émilie, restée en arrière, serrait la photo de son grand-père contre elle, convaincue que Claire était plus qu'une simple accusée. Pendant ce temps, à Paris, dans les bureaux feutrés du ministère de la Défense, un officier supérieur reçut un appel urgent. Une affaire impliquant un personnel classifié et jugé en audience publique à Carcassonne, murmura une voix au téléphone. Il faut intervenir, et vite. L'officier raccrocha, le regard sombre. Le passé de Claire Dubois, l'aigle noir, était sur le point de refaire surface, et avec lui, des secrets que la France avait soigneusement protégés pendant des décennies. Alors que Claire rentrait chez elle, dans sa petite maison bordée de lavande à Saint-Valery, elle s'assit un instant sur son vieux canapé, un verre de vin rouge à la main. Elle repensait à ses années de service, aux missions qui l'avaient marquée à jamais, des vols à basse altitude dans des zones de guerre, des opérations où chaque seconde comptait. Elle avait cru pouvoir laisser tout cela derrière elle, mais ce meeting aérien avait tout changé. Elle savait que le procès n'était que le début. Quelque part, au loin, des forces puissantes étaient en mouvement, et elle se préparait à affronter ce qui allait venir. À l'aube du lendemain, alors que le soleil se levait sur les collines du Languedoc, les portes du tribunal s'ouvriraient à nouveau, et avec elles, une vérité que personne, pas même Claire, n'était pleinement prête à affronter.
Le tribunal de Carcassonne, avec ses murs de pierre patinés par le temps, vibrait d'une énergie fébrile en ce matin d'automne. La foule, plus dense que jamais, se pressait dans la salle d'audience, les journalistes griffonnant frénétiquement, les curieux chuchotant des théories sur l'identité de Claire Dubois, cette femme discrète accusée d'avoir défié les lois de l'aviation civile avec un vol d'une audace presque surnaturelle. Claire, assise à la table des accusés, restait impassible, son tailleur gris impeccable contrastant avec l'agitation autour d'elle. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient regarder au-delà des murs, vers un passé qu'elle avait tenté d'oublier. Son avocat, Antoine Berger, triturait nerveusement ses lunettes, conscient que l'affaire échappait à son contrôle. Le procureur, David Lefebvre, se préparait à livrer une plaidoirie incisive, convaincu que Claire avait mis en péril la sécurité nationale. Mais alors que le juge Pierre-Henri Dubois s'apprêtait à frapper son marteau pour ouvrir la séance, les lourdes portes de chêne s'ouvrirent à la volée. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Un homme en uniforme de la Marine nationale, les épaules ornées d'étoiles dorées, entra d'un pas décidé, flanqué de 2 officiers en costume sombre. C'était l'amiral Louis Garnier, directeur adjoint du renseignement naval. Sa présence imposante fit vaciller l'Assemblée. « Votre honneur, déclara-t-il d'une voix grave, cette affaire touche à la sécurité nationale et doit être réexaminée immédiatement. » À cet instant, le destin de Claire Dubois, l'aigle noir, bascula, révélant non seulement son passé héroïque, mais aussi une mission qui la ramènerait dans les cieux pour une dernière danse avec le danger. Le juge Dubois, habituellement maître de sa salle, sembla déstabilisé par l'arrivée de l'amiral. « Amiral Garnier, cette audience est à huis clos, dit-il, son ton mêlant respect et agacement. » L'amiral s'avança vers le banc, une mallette scellée à la main. « Votre honneur, je suis ici pour clarifier la situation concernant l'accusé, le capitaine Claire Dubois, à la retraite. Son dossier militaire est classifié à un niveau nécessitant l'autorisation directe du ministère de la Défense. » Un murmure parcourut la salle, et Claire, pour la première fois depuis le début de l'affaire, sentit une légère crispation dans sa poitrine. Elle n'avait pas entendu son grade prononcé à voix haute depuis des années. L'amiral ouvrit sa mallette et en sortit une liasse de documents à couverture rouge, marqués du sceau « Secret Défense ». Ces documents détaillent le service du capitaine Dubois, poursuivit-il. Je ne peux divulguer que des informations limitées en audience publique, mais je puis vous assurer que ces actions lors du meeting aérien de Saint-Valery n'ont enfreint d'aucune loi. Le procureur Lefebvre bondit de son siège. Votre honneur, avec tout le respect dû, l'accusé pilotait un avion civil dans l'espace aérien civil sans autorisation militaire. L'amiral se tourna vers lui, son regard perçant. Monsieur Lefebvre, le capitaine Dubois dispose d'autorisations qui transcendent les réglementations civiles. Ses compétences, acquises légalement, sont le résultat d'un entraînement dispensé pour défendre les intérêts de la France. Ce que vous avez vu n'était qu'une manifestation involontaire de sa mémoire musculaire. Le juge examina les documents, son expression passant de la méfiance à une surprise contenue. « Amiral, êtes-vous en train de dire que Madame Dubois était autorisée à effectuer ces manœuvres ?» Garnier hocha la tête. « Je dis que le capitaine Dubois possède des compétences qu'elle est autorisée à utiliser dans des circonstances exceptionnelles. Le meeting aérien n'était pas une violation délibérée, mais un réflexe conditionné par 20 ans de service. » Il se tourna vers Claire, qui se tenait droite, presque au garde à vous. « Capitaine Dubois, vous êtes rappelé au service actif avec effet immédiat. Cette procédure est close en vertu de la loi sur la justice militaire. » Un chaos feutré éclata dans la salle. Les journalistes tentèrent de capter chaque mot, tandis qu'Émilie, assise au fond, serrait son carnet contre elle, les yeux brillants d'admiration. Jean-Marc, le journaliste, griffonnait à toute vitesse, conscient qu'il assistait à un moment historique, mais frustré de ne pouvoir publier l'intégralité de l'histoire. Le juge frappa son marteau. Toutes les charges contre Madame Dubois sont abandonnées sur ordre du ministère de la Défense. L'audience est levée.
Alors que la foule se dispersait, l'inspectrice Sophie Laurent s'approcha de Claire. « Je vous dois des excuses, capitaine, murmura-t-elle. Claire secoua la tête. « Vous avez fait votre travail, inspectrice. Vous ne pouviez pas savoir. » Sophie esquissa un sourire. « Qu'avez-vous fait dans l'armée, exactement ?» Claire répondit avec un léger sourire. « Des choses gays dont je ne peux toujours pas parler. » Alors que l'amiral rassemblait ses documents, Pierre Leclerc, l'instructeur de vol qui avait signalé Claire, s'approcha, mal à l'aise. « Capitaine Dubois, je suis désolé. Je ne savais pas qui vous étiez. » Claire posa une main sur son bras. « Vous avez fait ce que tout citoyen responsable ferait, Pierre. Vous avez vu quelque chose d'inhabituel et vous l'avez signalé. C'est ce qui maintient ce pays en sécurité. » Pierre baissa les yeux, touché par sa magnanimité. Émilie, qui avait réussi à se faufiler près de la table des accusés, s'avança timidement, tenant la vieille photo trouvée dans les affaires de son grand-père. « Vasque, et c'est ? » Madame Dubois. « Je veux dire, capitaine. Qu'est-ce que c'est vous ? » demanda-t-elle en lui montrant l'image d'une jeune femme en uniforme, entourée de pilotes. Claire observa la photo, un éclat de nostalgie dans les yeux. C'était il y a longtemps, Émilie. La jeune fille rougit. Mon grand-père disait que l'Aigle Noir était la meilleure pilote qu'il ait connue. Il disait que vous voliez comme si vous étiez né dans le ciel. Claire sourit doucement. Ton grand-père est trop gentil. Mais si tu veux voler un jour, Émilie, travaille dur et n'abandonne jamais. Émilie hocha la tête, les larmes aux yeux, déterminée à suivre ce conseil. L'amiral Garnier interrompit l'échange. Capitaine, nous devons discuter de votre nouvelle affectation. Claire salua. Oui, monsieur ? Ils quittèrent le tribunal sous les regards curieux des derniers spectateurs. À l'extérieur, Jean-Marc tenta une dernière fois d'approcher Claire, mais un officier en costume sombre lui barra la route. Frustré, il rangea son carnet, décidant de respecter le silence de Claire. Il écrirait un article, mais il resterait vague, conscient que certains secrets devaient rester protégés. Plus tard ce soir-là, dans une salle de briefing sécurisée de la base aérienne de Salon de Provence, Claire se tenait face à l'amiral Garnier et deux autres officiers, tous en uniforme. « Capitaine Dubois, au rapport, » dit-elle en se mettant au garde à vous. « Repos, capitaine, » répondit Garnier, lui indiquant une chaise autour d'une table encombrée de cartes et de photos satellites. « Ce que je vais vous dire est top secret. » Claire hocha la tête. « Je comprends, monsieur. » Garnier ouvrit un dossier. Il y a 12 heures, un avion civil s'est écrasé dans une zone hostile à l'étranger. Le pilote est vivant, mais il est coincé dans une région montagneuse où nos équipes de secours habituelles ne peuvent pas opérer sans risque. Il désigna une photo satellite montrant un terrain escarpé, enveloppé de brouillard. Cette mission exige un pilote capable d'effectuer des vols à basse altitude dans des conditions extrêmes. Vous êtes l'une des 3 personnes au monde certifiées pour piloter l'hélicoptère furtif modifié conçu pour ce type d'opération. Claire examina les photos, son esprit analysant déjà les défis du terrain. Quel est l'état du pilote ? demanda-t-elle. Blessé, mais stable pour l'instant, répondit Garnier. Le temps presse. Chaque heure réduit ses chances de survie. Un des officiers, une femme aux cheveux gris coupés courts, intervint. Capitaine, cette mission est volontaire. Votre statut de retraité reste intact, quelle que soit votre décision. Claire fixa la photo du pilote, un jeune homme d'une trentaine d'années, dont le visage lui rappelait les camarades qu'elle avait perdus autrefois. Elle pensa à sa vie tranquille à Saint-Valery, aux matinées paisibles à boire son café en regardant les champs de lavande. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas tourner le dos à cette mission.
Pate beta se kase seke temkivarit. Quand partons-nous? Baseasa sa akosa kase pigapa. Demanda-t-elle sans hésiter. Garnier esquissa un sourire. Ose que yekasa ate seata seave. J'espérais que vous diriez cela. Le transport décolle dans 2 heures. Vous recevrez un briefing complet en route. Il posa une main sur son épaule. Capitaine, votre conduite dans cette affaire judiciaire a été exemplaire. Vous avez maintenu la sécurité opérationnelle sous une pression immense. Claire salua. Merci, monsieur. J'ai fait mon devoir. Alors qu'elle se préparait à quitter la salle, elle ajouta avec un sourire léger. Mais, honnêtement, amiral, je commence à penser que la retraite est un peu surestimée. Garnier rit. Nous en reparlerons après que vous aurez ramené notre pilote sain et sauf. La mission fut un tourbillon d'adrénaline et de précision. Sous un ciel noir d'encre, Claire pilota l'hélicoptère furtif à travers des vallées étroites, évitant les radars ennemis avec une maîtrise qui semblait défier les lois de la physique. Le vent hurlait, les falaises se dressaient comme des ombres menaçantes, mais ses mains restaient de ferme sur les commandes, guidées par des années d'entraînement. Lorsqu'elle repéra le signal de détresse du pilote, elle effectua une descente si précise que l'équipe de secours à bord retint son souffle. Le pilote, blessé mais conscient, fut extrait dans quelques minutes, et Claire les ramena tous en sécurité, atterrissant sur une base avancée à l'aube. Lorsqu'elle descendit de l'hélicoptère, l'équipe la regarda avec un respect muet. Le pilote sauvé, un jeune lieutenant nommé Julien, serra sa main. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci, murmura-t-il. Claire sourit. Juste une vieille pilote qui fait son travail. 2 mois plus tard, Claire gara son pick-up sur le parking poussiéreux de l'aérodrome de Saint-Valery. Le meeting aérien annuel battait son plein, comme un écho de l'année précédente. Les familles pique-niquaient, les enfants couraient, et les avions brillaient sous le soleil du Languedoc. Elle s'approcha de la tente d'inscription, où Émilie l'accueillit avec un sourire éclatant. « Madame Dubois. Vous êtes revenue? Allez-vous refaire ces figures incroyables ?» Claire rit doucement. « Juste un vol simple aujourd'hui, Émilie. Rien d'extraordinaire. » Elle loua le même Cessna et se dirigea vers la piste, où Pierre Leclerc donnait une leçon à un jeune élève. Il s'approcha, un sourire respectueux aux lèvres. « Capitaine Dubois, ravi de vous revoir. » Claire secoua la tête. « Juste Claire, aujourd'hui, Pierre. Je suis officiellement à la retraite. » Pierre baissa la voix. « J'ai entendu dire que la mission a été un succès. » Claire hocha la tête, sans donner de détails. Certaines choses resteraient toujours classifiées. Elle tendit à Pierre une carte de visite avec un simple numéro de téléphone. « Pierre, une faveur. Si vous voyez des pilotes avec des compétences inhabituelles et lors de ces meetings, ne les signalez pas tout de suite. Appelez ce numéro d'abord. Parfois, ces pilotes sont exactement ce dont la France a besoin. » Pierre prit la carte, intrigué. « Vous recrutez ? » Claire sourit. « Disons que je garde l'œil ouvert pour des talents. » Elle grimpa dans le Cessna, effectua ses vérifications et décolla. Cette fois, son vol fut simple, contrôlé, sans acrobatie. Mais alors qu'elle survolait l'aérodrome, elle s'autorisa un dernier virage doux, un clin d'œil au ciel qu'elle avait toujours aimé. Depuis le sol, Émilie la regardait, son carnet rempli de croquis à la main, rêvant du jour où elle piloterait elle-même. Pierre, tenant la carte, murmura « L'aigle noir. » Une légende qui ne s'éteint jamais. Jean-Marc, qui observait de loin, décida de ne pas publier son article. Il rangea ses notes, choisissant de protéger le secret de Claire. Alors que Claire atterrissait, elle murmura pour elle-même, certaines compétences ne prennent jamais leur retraite. Elles attendent juste le prochain appel. Et dans le ciel clair de Saint-Valery, elle savait qu'elle était prête, quoi qu'il arrive.
L'histoire de Claire Dubois, l'Aigle Noir, est une ode à la résilience, à la discipline et au devoir silencieux qui caractérisent les héros méconnus de notre temps. En regardant son parcours, je suis frappé par la manière dont elle incarne l'élégance discrète et la force intérieure si chères à la culture française. Claire, une femme ordinaire en apparence, porte en elle un passé extraordinaire, marqué par des années de service dans l'ombre pour protéger la nation. Son calme face aux accusations, sa fidélité à ses engagements de confidentialité, et son retour courageux pour une mission dangereuse révèlent une vérité profonde: les véritables héros ne cherchent pas la gloire, mais agissent par devoir. Cette retenue, cette capacité à rester fidèle à ses principes sous pression, reflète une valeur française essentielle, l'honneur. Claire ne se vante pas de ses exploits, mais son corps, marqué par les cicatrices des forces G et des années de pilotage, raconte une histoire que les mots ne peuvent exprimer. Cela me rappelle que nos actions, même invisibles, laissent une empreinte durable. L'histoire de Claire m'enseigne une leçon précieuse pour la vie quotidienne. La discipline et la persévérance face à l'adversité sont des forces puissantes. Dans nos propres vies, nous pouvons être confrontés à des malentendus ou à des jugements hâtifs, comme Claire l'a été au tribunal. Pourtant, elle a choisi de rester fidèle à ses valeurs, sans céder à la colère ou à la frustration. Cette leçon s'applique à nous tous. Dans les moments de doute, il faut garder la tête haute, rester fidèle à nos engagements et faire confiance à notre propre vérité. De plus, l'histoire d'Émilie, la jeune bénévole inspirée par Claire, nous rappelle l'importance de transmettre nos connaissances et d'encourager la nouvelle génération. En tant que Français, nous valorisons la communauté et la transmission, et Claire, en guidant Émilie, montre comment un individu peut semer l'espoir et l'ambition. Pour appliquer ces leçons, je m'efforce de cultiver la patience et l'intégrité dans mes propres défis, qu'ils soient professionnels ou personnels. Comme Claire, je veux agir avec honneur, même lorsque personne ne regarde, et inspirer ceux qui m'entourent par l'exemple. Alors, chers amis, si cette histoire vous a touché, je vous invite à liker cette vidéo pour montrer votre soutien, à le partager avec vos proches pour répandre cette inspiration, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits captivants. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce que l'histoire de Claire vous a appris ou comment vous appliquez ces leçons dans votre vie. Ensemble, célébrons les héros discrets et les valeurs qui nous unissent.